Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'URSSAF Aquitaine, la CPAM Gironde et la CAF Gironde dans le cadre d'une offre à l'attention des travailleurs indépendants et notamment des auto-entrepreneurs. Au cours de ce webinaire d'une heure environ, vos animateurs, donc Karine Lacroix et Stéphanie Flory de la CPAM, Alexandra Morlon de la CAF et Daniel Reboul, mon collègue de l'URSSAF, vous présenteront donc vos obligations déclaratives de l'URSSAF. La CAF vous présentera les prestations de base et ainsi que la CPAM. Entre chaque session, vous voyez, nous prendrons le temps de reprendre certaines de vos questions que vous pouvez et vous avez déjà, pour certains d'entre vous, déjà posées dans le chat. Donc, le live chat, c'est les petites bulles avec le point d'interrogation. Donc, c'est sur ça que vous devez aller pour nous poser vos questions en direct. Bon, en tout cas, nombre d'entre vous ont déjà posé beaucoup de questions en amont de ce webinaire. Donc, sur la préparation du webinaire, nous avons relevé pas mal de vos questions. Sachez que déjà, vous allez avoir la plupart des réponses sur les présentations qui vont vous être faites aujourd'hui. Le replay de ce webinaire sera disponible sur le lien que vous avez reçu dans l'invitation. Donc, vous pourrez repartir voir ce webinaire. Voilà, le support n'est pas fourni, hein, donc vous aurez uniquement le replay sur le lien. Vous aurez également, vers la fin du webinaire, mais je vous le redirai, un petit sondage par rapport à ce webinaire auquel vous aurez assisté. Après, j'insiste pour toute demande individuelle sur votre dossier. Donc, n'hésitez pas à solliciter plutôt un rendez-vous avec un conseiller d'une caisse ou d'une autre, que ce soit avec l'URSSAF, la CPAM ou la CAF. Mais rien ne vous empêche en tout cas de poser vos questions sans forcément mettre vos numéros de sécurité sociale, votre numéro CAF, surtout pas, d'accord? Voilà. Je vais donc laisser maintenant la parole à mon collègue Daniel Reboul de l'URSSAF. C'est à toi, Daniel. Merci Fouzia. Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à vous tous. Excusez-moi, j'ai un interphone qui sonne. Je vais bloquer ça. Excusez-moi. Donc je me présente, Daniel Reboul. Je fais partie du pôle relations cotisants pour les travailleurs indépendants sur le site d'Anglette et je serai votre animateur pour toute la partie URSSAF. Marion, si tu peux. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer le webinaire donc sur l'auto-entrepreneur, juste un petit rappel pour ceux en fait qui ne seraient toujours pas inscrits dans le cadre en fait d'une nouvelle offre en fait de l'URSSAF qui concerne les premiers mois avec l'URSSAF. Donc, vous faire un petit rappel pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons mis en place donc un accompagnement de 9 mois pour les auto-entrepreneurs. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé et gratuit. Sur le principe, un gestionnaire de compte vous allez vous immatriculer, vous inscrire sur le site ursaf.fr/mes premiers mois et nous allons vous recontacter pour pouvoir faire un point avec vous. Il s'agit d'un moment d'échange, d'interaction avec un interlocuteur dédié en fait pour vous permettre de lui poser toutes vos questions. Et nous sommes là en URSSAF pour faire un point avec vous sur l'administratif, sur les cotisations. On fait un point également sur les prestations auxquelles vous pouvez prétendre. Donc, inscrivez-vous sur cet accompagnement mes premiers mois avec l'URSSAF. On vous invitera à vous inscrire sur une newsletter qui vous permettra d'avoir tous les mois en fait une information sur les principales étapes et l'échéance importante à respecter à la suite de votre immatriculation et vous serez invité à participer à des webinaires divers et variés, que ce soit pour la partie cotisation, que ce soit pour la partie prestation maladie, la prestation retraite, des aides qui peuvent vous être apportées si vous rencontrez des difficultés en termes de cotisation. Donc voilà, c'est très important aujourd'hui, un accompagnement de 9 mois personnalisé et gratuit au titre de l'offre mes premiers mois URSSAF. Allez, on est parti pour le webinaire. Donc, aujourd'hui, on va faire un point, c'est uniquement un focus sur tout ce qui concerne l'auto-entreprise. Alors aujourd'hui, les conditions, un auto-entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, vous êtes considéré comme étant une entreprise individuelle à part entière, sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Ça signifie donc que vous allez être amené à nous déclarer votre chiffre d'affaires sans aucune déduction de frais. Les chiffres d'affaires à ne pas dépasser lorsque vous démarrez votre activité, enfin les plafonds, les seuils à ne pas dépasser, pardon. Alors, vous avez deux montants différents. Pour les activités de vente de marchandises, le plafond de pas dépasser sera de 188 700 pour les activités de vente de marchandises.
On vous précise également de denrées ou à emporter ou à consommer sur place, ou de fournitures de logement telles que le tourisme classé et les chambres d'hôtes. Les activités de meublé, eux, relèvent plutôt de la partie prestation de services. Et enfin, vous serez également en fait le seuil à ne pas dépasser pour toutes les activités de prestation de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des professions libérales non réglementées ou relevant de la CIPAV pour la caisse de retraite, la CIPAV étant la caisse de retraite des professions libérales pures. Le chiffre d'affaires à ne pas dépasser sera d'un montant de 77 700 sur l'année civile. C'est important cette notion parce que vous voyez juste en bas, vous avez un petit encadré en fait qui vous précise que pour la première année d'activité, lorsque vous démarrez votre activité, il convient de proratiser le montant de votre chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Là, on vous donne un exemple pour une activité démarrée le 1er octobre 2024 et pour une personne qui relève de l'activité des prestations de services, eh ben, en fait, il y a un calcul qui sera à faire, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires à ne pas dépasser les 77 700 euros que multiplie le nombre de jours travaillés que divise le nombre de jours dans l'année. Donc là, en l'occurrence, le nombre de jours travaillés, c'est 306 jours divisé par le nombre de jours dans l'année, 366. Et c'est le montant à ne pas dépasser. Cette notion est importante dans le sens où je vois beaucoup de personnes qui me disent au bout de 2 ans, en fait, on doit faire attention. Les 2 premières années, vous ne devez pas dépasser le montant de ces chiffres d'affaires-là, sous peine de sortir du dispositif auto-entrepreneur. Beaucoup de personnes reviennent vers nous en nous disant: «Je n'ai pas dépassé mon chiffre d'affaires de 77 700 euros sur 2 années consécutives». Si la première année, ils n'ont pas proratisé, vous prenez ce risque-là de sortir du dispositif. Donc c'est juste à retenir. Et enfin, en tant qu'auto-entrepreneur aujourd'hui, pas de TVA. Vous êtes en franchise de TVA. Donc, pas de facturation ni de récupération de TVA jusqu'à un certain plafond. En l'occurrence, un chiffre d'affaires de 101 000 euros pour les activités de vente et de 39 100 euros pour les activités de prestation de services. Là encore, en termes de TVA, si vous deviez atteindre ces plafonds-là, vous serez amené à facturer la TVA dès le premier jour du mois qui suit le dépassement. Et donc, on vous rappelle juste qu'il n'y a aucune déduction de charges ni d'amortissement de matériel. En termes de cotisation, alors le principe, c'est je déclare, je paye en fonction de mon chiffre d'affaires. Donc, le calcul et le paiement se fait chaque mois ou chaque trimestre selon la périodicité que vous aurez choisie lors de votre immatriculation. Et on vous rappelle simplement qu'il s'agit d'un pourcentage forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. Au même titre aujourd'hui qu'un salarié, vous payez l'ensemble des risques sur votre taux, à savoir l'assurance maladie, maternité, les indemnités journalières, l'invalidité et décès, les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire et la CSG-CRDS. Et on vous précise également en fait qu'il convient de rajouter la contribution à la formation professionnelle. Lorsque vous ferez votre déclaration de chiffre d'affaires, vous verrez que vous avez un taux supplémentaire qui sera de 0,1% si pour les activités catégorisées en tant que commerçants, de 0,2% pour les professions libérales et enfin de 0,3% pour les activités artisanales. Et on vous invite simplement pour avoir le détail, en fait, vous pouvez faire un point en fait via le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous aurez accès en fait à tout le détail. En termes, alors tout à l'heure, on parlait de la périodicité, donc le choix que vous aviez en fait pour faire vos déclarations mensuellement ou trimestriellement. Sachez également que lorsque vous faites votre immatriculation, vous avez l'option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu qui vous est demandé. Sur le principe, en fait, c'est on vous demande si vous souhaitez payer votre impôt sur le revenu lié à l'activité de votre auto-entrepreneur en même temps que vos charges sociales, en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. On verra les taux un peu plus tard dans d'autres slides. Donc, il est important aujourd'hui de vérifier. Alors, on met en disposition, il y a un simulateur sur le site de l'impôt.gouv.fr qui vous permet de savoir si c'est judicieux ou pas d'opter pour ce versement libératoire. Le principe, c'est d'avoir un revenu fiscal de référence n'excédant pas un certain montant. Là, en l'occurrence, le montant pris en compte, c'est celui de l'année 2022 de 27 478 euros, pour savoir si vous êtes éligible ou pas en fait au versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Pour tous ceux qui viennent de s'immatriculer, si vous êtes sur un délai de moins de 90 jours, donc dans les 3 mois qui suivent la création de votre auto-entreprise,
Vous pouvez nous demander en fait à opter ou à renoncer pour le versement libératoire. Donc renseignez-vous, vérifiez si oui ou non vous êtes éligible. Toutes les personnes qui auront pris l'option passer ce délai-là, vous continuerez de payer le versement libératoire, même si vous n'étiez pas éligible. Pour information, que ce soit l'administration fiscale ou les URSSAF, nous ne rembourserons pas. Donc vérifiez, savoir si oui ou non vous êtes éligible à l'option au titre du versement libératoire. Et pour tous ceux en fait qui ne sont pas immatriculés, mais dernièrement, si ça fait moins de 90 jours, vous pouvez faire une demande en fait pour opter ou pour renoncer au titre du versement libératoire avant le 30 septembre de l'année. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre. Toutes les personnes qui s'aperçoivent qu'elles paient peut-être le versement libératoire à tort ou alors qui souhaitent opter pour le versement libératoire, il convient de nous faire votre demande d'option ou de renonciation dès maintenant via votre compte en ligne. C'est important de le souligner. On vous rappelle également qu'il n'y a pas de paiement de la cotisation foncière des entreprises à partir de la deuxième année d'activité et l'exonération de la contribution à la foncière des entreprises, la CFE, se fait si vous êtes sur un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros. Et là encore, vous avez un lien qui vous rappelle en fait de vous rendre sur le site du servicepublic.fr pour vérifier tout ça. L'ACRE. Alors, lorsque vous démarrez votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, il convient en fait de nous adresser un formulaire via le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr pour pouvoir bénéficier d'une exonération, pas d'une exonération, d'une réduction de votre taux de cotisation, l'ACRE étant l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc, faites bien attention si vous correspondez en fait à l'un des critères tels que vous les avez ici. Donc, je vais en reprendre certains. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, si vous êtes un jeune entre 18 et 25 ans, si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, si vous êtes demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à Pôle emploi, chez France Travail au cours des 6 derniers mois, n'hésitez pas à nous adresser votre demande d'exonération ACRE. Le principe, si vous aviez déjà bénéficié d'une exonération, faire attention, vous ne devez pas avoir bénéficié de cette aide au cours des 3 dernières années. Sinon, vous aurez un refus au niveau de la prise en charge de l'exonération ACRE. Et vous ne devez pas être en situation de reprise d'une même activité à la suite d'une radiation. Année en cours plus année civile complète. Mais sinon, sur le principe, vérifiez si oui ou non vous êtes éligible à l'exonération ACRE. Vous nous faites votre demande. En principe, elle se fait lors de la création d'entreprise, mais depuis la crise sanitaire, nous avons encore une tolérance qui nous permet en fait de reprendre votre dossier si vous n'avez pas fait votre demande à l'origine. Donc là encore, vérifiez si oui ou non quelque chose a été fait de votre côté. Donc l'ACRE, là, c'est simplement pour vous rappeler, donc il s'agit d'un bénéfice d'un taux minoré jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant la date de début d'activité. Cette notion-là, elle est importante. Très souvent, les usagers, nous précisent en fait que qu'elles n'ont pas eu droit à 12 mois d'exonération. Donc là, on vous a mis 3 exemples différents pour vous préciser. Si vous commencez votre activité, à titre d'exemple, en début d'un trimestre, donc là, en l'occurrence, au 15 janvier, comme il s'agit de bénéficier d'un taux minoré jusqu'à la fin du 3e trimestre, suivant la date de début de votre activité, vous aurez droit à l'ACRE jusqu'au 31 décembre. Soit 12 mois d'exonération ACRE, de réduction de votre taux de cotisation. Si vous deviez démarrer votre activité le 27 mars, soit à la fin d'un trimestre, vous aurez droit à l'exonération ACRE jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, 2024. Là, on passe pour le coup à 9 mois d'exonération. Et enfin, alors j'ai revu tout à l'heure, on vous a mis donc là un 3e exemple. Donc c'est en fait sur le principe, il y a une coquille. C'est pas au 2 mars 2024, mais si vous deviez commencer le 2 avril 2024, donc soit en début de 2e trimestre 2024, vous aurez droit à l'ACRE sur 12 mois, en l'occurrence jusqu'au 31 mars 2024. 2025, pardon, 2025. OK, mais là, la prise en compte, c'est plutôt 2 avril, du 2 avril au 31 mars 2025. On vous a fait un tableau pour vous récapituler les taux ACRE. Alors attention, les taux ACRE jusqu'au 30 juin 2024. Vous allez voir dans une slide plus loin qu'à partir du 1er juillet 2024, les taux ont été revus pour certains d'entre vous, pour certaines catégories.
Donc jusqu'à présent, jusqu'au 30 juin 2024, si vous étiez sur une activité de vente de marchandises, le taux qui vous était appliqué était à 6,2%. Pour une activité de prestation de services, que ce soit des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, le taux appliqué était à 10,6%. Pour les activités libérales relevant de la CIPAV, je vous dis à nouveau, donc c'est la caisse de retraite des professions libérales, le taux appliqué était à 12,1%. Et enfin, pour toutes les locations de meublés de tourisme cassés, le taux ACRE était quant à lui à 3%. Vous avez dans la deuxième colonne le taux appliqué au titre du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc ceux qui auront opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu se verront appliquer un taux de 1% supplémentaire si vous êtes sur une activité de vente de marchandises, de 1,7% si vous êtes sur une activité de prestation de services pour les bénéfices industriels et commerciaux, de 2,2% pour toutes les activités, bénéfices non commerciaux ou activités professions libérales pures relevant de la CIPAV. Et pour les locations de meublés, le taux est à 1%. Ça vous donne donc du coup un taux global pour ceux qui ont vraiment opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu de 7,2% pour les activités de vente de marchandises, de 12,3% pour les activités industrielles et commerciales. Pour toutes les activités prestations de services, bénéfices non commerciaux, le taux appliqué sera de 12,8%. Le taux global pour les activités relevant de la CIPAV sera de 14,3%. Et enfin, pour la location de meublés ayant opté pour le versement libératoire, le taux global sera de 4%. Tout ça, s'était appliqué jusqu'au 30 juin 2024. Vous allez voir qu'à partir du 1er juillet 2024, il y a un changement qui s'est fait pour les activités relevant des caisses, pour les prestations de services, pardon, pour les bénéfices non commerciaux, les activités libérales relevant de la CIPAV. Ça a été fait en fait pour que les activités, pour les activités libérales ou libérales non réglementées, donc prises en compte, qui vont déclarer en fait de la prestation de services BNC, bénéfices non commerciaux, c'est pour que vous puissiez bénéficier d'une meilleure protection sociale, et notamment en termes de retraite complémentaire. Donc la différence, elle se fait uniquement, vous voyez, les deux premières rubriques, vente de marchandises et prestations de services, bénéfices industriels et commerciaux, les taux n'ont pas changé. C'est vraiment pour les activités libérales pures ou libérales non réglementées. À partir du moment où vous allez cotiser sur la rubrique des BNC, le taux a été revu à compter du 1er juillet. Et pour les autres rubriques, pas de changement à noter. Cette fois-ci, donc là, on parlait de l'exonération ACRE, donc c'était les taux minorés qui vous étaient précisés. Là, aujourd'hui, lorsque vous serez sur un régime de croisière classique, mais vous verrez que vos taux, donc là encore jusqu'au 30 juin 2024, pour une activité de vente de marchandises, les taux sont de 12,3%. Pour les prestations de services, bénéfices industriels et commerciaux, le taux est à 21,2%. Toujours pareil, jusqu'au 30 juin 2024, pour les activités relevant des prestations de services, bénéfices non commerciaux, le taux est à 21,1%. Les activités relevant de la CIPAV, 21,2%. Et les locations de meublés, donc sans exonération ACRE, le taux sera à 6%. À côté, la colonne pour le versement libératoire, lui, reste inchangée. Et sur la dernière colonne, vous avez donc le taux global, le taux plein de cotisation plus le versement libératoire, ça vous donne le montant global en fait dans la dernière rubrique. Et on vous précise également qu'à ces taux-là, vous devez rajouter également les contributions à la formation professionnelle. Le taux est à 0,1% pour les activités de commerçants, de 0,2% pour les activités libérales et de 0,3% pour les artisans. Et là, de la même façon, à compter du 1er juillet 2024, la seule chose qui change, c'est pour la catégorie autres prestations de services, bénéfices non commerciaux, le taux passe à 23,1% et les activités relevant de la CIPAV, 23,2%. Donc là encore, voilà, c'est toujours fait dans un but que vous soyez mieux protégé en termes de protection sociale et notamment pour la retraite complémentaire. On vous précise que pour nous contacter, vous avez accès en fait via vos services en ligne. Vous devez vous connecter obligatoirement sur le site du www.autoentrepreneur.ursaf.fr et vous avez la possibilité également de télécharger l'appli mobile Autoentrepreneur URSAF
que ce soit sur smartphone ou sur tablette via l'Apple Store ou le Play Store. Sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr, via la rubrique Mon compte, vous aurez en fait accès à l'ensemble des services en ligne, sécurisés et gratuits évidemment. Ça vous permettra d'avoir l'historique de vos déclarations, faire un point sur votre compte, savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Vous aurez les dates d'échéance, les dates de vos paiements. Vous pourrez échanger évidemment avec nous, nous écrire via la rubrique ou nous contacter, obtenir vos attestations, que ce soit aussi bien des attestations de compte à jour, des attestations de contribution à la formation professionnelle, vos attestations fiscales. Donc, vous aurez accès, vous pourrez nous faire des demandes de délai de paiement si nécessaire. Donc, voilà, vous aurez accès à votre boîte aux lettres personnalisée. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions via le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et enfin, juste un détail plus particulier en fait sur votre compte, une fois connecté, vous aurez accès donc à votre, vous pouvez vous connecter donc via mon auto-entreprise au quotidien, pardon, et accéder à tous les services, déclarer et payer vos cotisations en toute sécurité. Là, on vous met juste, voyez, sur les déclarations à payer, si vous avez une petite pastille rouge, ça vous précise en fait qu'une échéance est en cours, une échéance est à régulariser. Vous aurez accès, vous pourrez consulter le calendrier de vos échéances, télécharger vos attestations, échanger avec nous, faire un point s'il y a une demande d'ACRE à nous formuler, les changements de périodicité, les changements au niveau de la renonciation ou l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Bref, vous avez la possibilité de nous écrire pour que nous puissions voir exactement ce qu'il en est, régulariser votre dossier. Et enfin, vous avez également la rubrique Aller plus loin sur l'autre onglet, en fait, qui vous permettra également d'effectuer des modifications et d'être orienté pour consulter des informations sur votre protection sociale, la formation professionnelle, bref, tout ce qui concerne aujourd'hui votre auto-entreprise. Fouzia, c'est bon pour toi? On passe pour la question, pour la session questions-réponses? Oui, merci beaucoup Daniel. Donc, il y a Je eu t'en beaucoup, beaucoup prie. de questions déjà dans le Oui, chat. Donc, avec Nathalie et avec Aurélie, on a tenté tant bien que vous mal êtes de vous, dessus. de vous répondre directement. Mais il y a des questions sur lesquelles on va pouvoir revenir. De toute façon, il y en a d'autres qui ont été publiées par Philippe. Donc, où on va prendre celles où on n'a pas répondu. Donc, ceux qui ont posé des questions, normalement, elles sont publiées dans le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à les regarder. On a quand même répondu quasiment à tout le monde. Je vais en reprendre certaines. Donc, pour ceux où on n'a pas encore répondu, donc il y a une question: où s'adresser pour savoir en prestation libérale non réglementée s'il y a un seuil minimum de revenus? Ah oui, pour engranger des trimestres de retraite. Donc ça, cette question, elle est revenue plusieurs fois. Donc je peux vous dire, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a uniquement, nous avons comme information réglementaire uniquement les trimestres de retraite, le chiffre d'affaires à réaliser pour avoir 1, 2, L'activité. 3 ou 4 trimestres, uniquement pour ceux qui relèvent de la prestation de services libérale réglementée, donc ceux qui dépendent de la CIPAV. Si pas. On a uniquement ces chiffres-là CIPAV, nous n'avons pas la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne donne pas les informations pour les artisans commerçants classiques ou les professionnels libéraux non réglementés. Donc à savoir qu'on tourne à peu près sur une activité de prestation de service, BNC, je vais dire, vous êtes à peu près, il faut faire dans les 11 000, 12 000 € de chiffre d'affaires annuel pour avoir vos 4 trimestres, d'accord? Ce n'est pas une information voilà, qui est gravée dans le marbre, puisque chaque année, ça augmente en fait, d'accord? Donc oui, il y a en plus, ils font des liquidations de retraite, donc il y a des chiffres, mais qui ne sont pas donnés volontairement par la CNAV. Ce qu'on vous invite à faire par contre, hein, on va avoir un prochain webinaire donc en décembre. Il me semble qu'il y en a un en novembre. Novembre, non, c'est pour novembre. Donc au mois de novembre, nous aurons un webinaire avec nos collègues de la CARSAT Aquitaine, donc spécifiquement retraite, mais c'est plutôt pour ceux qui sont sur une tranche d'âge de plus de 50 ans. Donc voilà, si vous avez moins de 50 ans, vous ne serez peut-être pas invité, mais rien ne vous empêche d'aller regarder ce webinaire. Vous avez les liens sur URSAF Aquitaine, sur notre site internet. Vous pourrez aller vous y inscrire aussi et le regarder, même si vous n'avez pas encore 50 ans, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous invite à le regarder, puisque là, il y aura la CARSAT directement. Voilà pour la retraite, ça c'est assez particulier et vous avez raison, on parle de chiffre d'affaires que l'on valide.
Ça aussi, hein, ça a été vu dans les questions, uniquement du chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous allez avoir comme recette. Donc, vous devez tout déclarer à l'URSSAF, voilà, sans frais, sans rien. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, dans les cotisations, il y a une contribution à la formation professionnelle. Comment, quand peut-on en bénéficier en retour? Cela alimente notre compte CPF, une variante de DOPCO, autre rien. Merci. Allez, Daniel, je te laisse répondre un petit peu sur la formation professionnelle, comment ça se passe? Alors, sur le principe, donc nous, on vous demande de déclarer, on est d'accord, votre chiffre d'affaires tous les mois, tous les trimestres. Donc, vous verrez, vous avez donc le taux à la contribution formation professionnelle qui est obligatoire. Si là, vous démarrez votre activité en 2024, obligatoirement, vous ne pourrez avoir votre attestation au titre de la contribution formation professionnelle qu'à partir de l'année prochaine, pour pouvoir justement faire une demande auprès des organismes de formation. Alors, sur le principe, si vous êtes commerçant, les organismes de formation, ce sont les AGFIS. Si vous êtes une profession libérale ou libérale non réglementée, votre organisme de formation sera le FIFPL. Et si vous êtes sur une activité artisanale, ce sera le FAFCEA. Mais vous ne pourrez obtenir en fait votre attestation qu'à partir du moment où l'année sera écoulée, que vous aurez déclaré la totalité de vos chiffres d'affaires. Donc, sur le principe, c'est pour l'année prochaine. C'est ça. Merci Daniel. Donc, il faut bien retenir le fait aussi de faire du chiffre d'affaires. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, déjà, Si, voilà, vous ne e- cotisez pas pour la exactement. formation professionnelle, mais c'est assez particulier, hein, pour les indépendants. Donc, il y a des questions aussi sur des activités. On parle de quelle est la différence entre une activité de menuisier réglementé ou menuisier non réglementé. Donc ça, je n'ai jamais entendu ça. Je pense qu'il faut vous rapprocher de votre chambre consulaire. C'est peut-être Chambre que des métiers. d'avoir voilà, chambre des métiers, c'est d'avoir le diplôme de menuisier ou pas. Ce ne sera pas la même chose et vous ne pourrez pas vous installer en tant que menuisier si vous n'avez pas le diplôme. Oui, parce que quand on s'installe, il y a aussi des conditions de diplôme. Sinon, on vous bascule sur une autre nature d'activité. Il y a eu pas mal de questions aussi au niveau des impôts. On va faire la dernière, il y en a d'autres. On va continuer à vous répondre dans le chat et puis on va avancer pour nos collègues, hein, qui sont là aussi avec nous. Ils ont des choses à vous dire de la CPAM et de la CAF. Au niveau des déclarations d'impôts, donc comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer, Daniel? Voilà. Oui. Là, ils réalisent du chiffre d'affaires cette année. L'année prochaine, boum, il faut déclarer pendant la période déclarative. Je te laisse continuer. Alors, sur le principe, là encore, pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, comme vous l'avez vu, vous déclarez tous les mois, tous les trimestres, si vous avez opté pour l'option, et donc vous paierez votre impôt sur le revenu. Là encore, l'année prochaine, lorsque vous devrez faire votre déclaration d'impôt, vous aurez une déclaration de revenus complémentaire. De mémoire, c'était la 2042C. Et en fait, vous devrez retranscrire le chiffre d'affaires que vous aurez déclaré sur votre déclaration d'impôt. Vous pourrez obtenir votre attestation fiscale via le site donc, de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr pour savoir dans quelle rubrique vous devez déclarer en fait et reporter votre chiffre d'affaires. Mais tout ça, ça se fait là encore l'année prochaine lorsque vous devrez faire la déclaration de chiffre C'est ça. d'affaires aux impôts. Et on en profite pour dire aussi, puisque là on est le 23 septembre, pour tous ceux qui sont en versement libératoire de l'impôt, donc qui payent leur impôt mais qui se rendent compte qu'au final ils n'ont jamais été imposables, Ou qui si vous veulent voulez le prendre. ou qui veulent la prendre au contraire, vous pouvez soit prendre l'option ou soit dénoncer l'option en faisant un courrier à l'URSSAF directement sur votre espace en ligne, hein. Il y a la fonction versement libératoire de l'impôt et donc ce sera pour une applique avant le 30 septembre, il faut faire ça, pour une application au 1er janvier 2025. Voilà, on va continuer. Merci beaucoup Daniel et on continue avec Stéphanie et Karine de la CPAM Gironde. Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Alors effectivement, moi je suis Karine Lacroix, je fais partie du service partenariat à la CPAM et je laisse Stéphanie se présenter. Bonjour, je suis Stéphanie Servins et je vais vous présenter aujourd'hui effectivement en quelques mots l'ouverture de vos droits à l'assurance maladie en tant que travailleur indépendant. Voilà, vas-y. Donc, vous avez créé votre entreprise et vous avez déclaré en ligne votre activité indépendante via le guichet des formalités des entreprises. L'URSSAF a reçu ces informations et a étudié l'éligibilité et l'ouverture de votre compte cotisant. À l'issue de cette étude, vous avez reçu un courrier de leur part vous informant effectivement de l'ouverture de votre compte. Ensuite, l'URSSAF a transmis informatiquement un flux
à l'assurance vieillesse qui a créé votre dossier vieillesse et à l'assurance maladie. Donc, si vous êtes déjà connu à l'assurance maladie, automatiquement, votre dossier a été mis à jour à la caisse primaire de votre lieu de domicile. Et à l'issue de ça, vous avez reçu un courrier, enfin, vous allez recevoir peut-être un courrier d'information vous invitant à mettre à jour votre carte vitale. En revanche, si vous êtes inconnu à la caisse d'assurance maladie ou que les informations que vous avez transmises lorsque vous avez créé votre entreprise ne nous ont pas permis de vous identifier, vous allez recevoir par courrier une demande de pièces complémentaires. Et lorsque nous allons recevoir à la caisse primaire ces documents, on étudiera votre dossier et on créera donc votre dossier à la caisse primaire de votre lieu de domicile. À l'issue de cette étude, vous recevrez également un courrier d'information, donc vous invitant à ouvrir votre compte Amélie, vous informant peut-être effectivement aussi de faire votre demande de carte vitale et vous demandant un relevé d'identité bancaire afin que nous ayons les informations pour d'éventuelles prestations espèces à venir. Je laisse la parole à Karine. Voilà, dans la continuité de votre ouverture, on voulait aussi vous rappeler quelques éléments, notamment sur la complémentaire santé solidaire. Il faut que vous sachiez que du coup, il est excessivement important d'avoir une complémentaire puisque c'est elle qui peut venir compléter le remboursement de vos soins, soit sur la part complétée sur la part sécurité sociale, soit pour prendre en charge une partie des soins qui ne vont pas être remboursés, soit éventuellement pour pouvoir souscrire, pour pouvoir permettre de bénéficier de ce qu'on appelle le 100% santé. Évidemment, elle peut être souscrite à titre individuel, mais elle peut aussi être souscrite au titre du foyer. Pour pouvoir en bénéficier, il faut à minima que vous ayez la protection, ce qu'on appelle la PUMA, la protection universelle, mais c'est l'ouverture de droit que vient d'évoquer Stéphanie en l'occurrence. Tout à chacun, à partir du moment où vous avez travaillé ne serait-ce qu'une heure, y compris en tant que travailleur indépendant, ou si vous êtes du coup en résidence stable en France, vous pouvez bénéficier de cette PUMA et donc vous pouvez faire cette demande de complémentaire santé solidaire. Il y a une question de ressources, il ne faut pas dépasser un certain montant qui évolue tous les ans, mais qui à peu près cette année correspond à 4100 et des brouettes sur l'année. Je vous invite dans ce cas-là à utiliser le simulateur parce qu'il vous permet d'en bénéficier. Ce simulateur vous permet aussi d'avoir une autre information qui va être d'estimer où vous en êtes par rapport justement à ce seuil de ressources. Et si vous dépassez, autrement dit, si vous n'avez pas droit à la complémentaire santé solidaire qui peut être de deux types, soit elle va être pour vous transparente parce qu'elle sera de fait sans aucun frais, soit elle va être avec un petit montant, mais qui reste complètement raisonnable. Néanmoins, si vous dépassez effectivement ce plafond, il est malheureusement possible que vous n'y ayez pas accès, mais que vous n'ayez pas non plus la possibilité de souscrire à une autre complémentaire santé. Je vous invite vivement à faire ce test, parce que si vous êtes un tout petit peu au-dessus du seuil du plafond, vous avez la possibilité de demander une aide financière. Vous avez toutes les informations sur le compte, sur l'espace Amélie, mais vous avez la possibilité de demander une aide financière qui vous permettrait de pouvoir souscrire à une complémentaire santé et d'avoir une aide pour pouvoir payer les frais de cette complémentaire santé. Si vous êtes éligible à cette complémentaire santé solidaire, sachez que vous pouvez le faire directement sur votre compte Amélie ou, donc, comme vous l'indique sur le schéma, vous allez sur votre compte Amélie, vous allez dans les démarches et vous avez la possibilité de saisir complémentaire santé solidaire comme indiqué juste en dessous et de faire la demande. C'est excessivement facile aujourd'hui puisque la pièce qui va vous être demandée, ça va être votre avis d'apposition. Sur le site Amélie, vous pouvez, si vous n'avez pas de compte Amélie, mais je vous invite vivement à en avoir un, si vous n'avez pas de compte Amélie, vous pouvez solliciter le site amélie.fr et sur le site amélie.fr, vous pouvez retrouver le formulaire qui vous permet de remplir toutes les informations et de nous l'envoyer du coup par courrier pour qu'on puisse vous ouvrir votre accès à la complémentaire santé solidaire. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Parmi ces informations, donc je vous ai parlé du compte Amélie qui est vraiment important parce qu'il facilite énormément de choses.
C'est une gestion dématérialisée de toutes vos démarches administratives. Le gros intérêt du compte Amélie, c'est que tout est beaucoup plus rapide en termes de remboursement et de communication avec la caisse. Mais vous avez d'autres offres, notamment mon espace santé, qui lui va être toute la réalité médicale de votre vie. Autrement dit, le compte Amélie va vous permettre de gérer administrativement, d'ouvrir des droits, d'avoir des remboursements. Mon espace santé va vous permettre d'être en relation avec tous les professionnels de santé et de pouvoir mettre dans cet espace qui est aussi dématérialisé toutes vos informations, tous vos comptes rendus, tous vos retours des différents professionnels de santé avec lesquels vous allez travailler. Donc les deux sont complémentaires. Je ne peux que vous inviter à vous renseigner sur ces réalités-là et à ouvrir vos deux espaces. Et je laisse du coup la parole à Fouzia pour voir si nous avons quelques questions auxquelles nous pourrions répondre, s'ils n'ont pas été assez clairs. Oui. Ça continue, oui, il y a des questions qui arrivent encore, donc on y répond avec les collègues. J'en ai vu certaines pour la CPAM. J'ai une dame qui dit « Bonjour, je suis salariée en CDI en temps partiel. Je ne comprends pas pourquoi la CPAM me transfère sur la CPAM de l'auto-entrepreneur. » Alors, en tant que salarié, vous avez effectivement des droits au régime général. L'information de votre activité indépendante a été plaquée effectivement sur votre dossier assurance maladie pour que par la suite, si par exemple vous êtes en arrêt maladie, on ait l'information en fait de votre activité indépendante et du coup, on vous réclamera des documents en fonction de votre situation pour pouvoir calculer votre prestation. Donc en fait, l'information, elle est plaquée à nos fichiers pour qu'on ait l'information effectivement de l'ensemble de vos activités et salariées et indépendantes. Ça veut dire que chez nous, vous êtes considéré comme un polyactif. Et quand Stéphanie prenait l'exemple de l'arrêt maladie, ça veut dire que potentiellement, vous avez la possibilité d'être indemnisé et de recevoir des indemnités journalières sur votre activité salariée, mais aussi sur votre activité d'auto-entrepreneur, à partir du moment où effectivement, vous avez suffisamment cotisé ou alors travaillé un nombre d'heures suffisant pour pouvoir bénéficier de ces indemnités. C'est ça. Alors, il y a encore une question par rapport à ça, c'est le cumul d'activités salarié plus auto-entrepreneur. Est-ce que c'est bien le statut, le régime de salarié qui prime si on est un salarié C'est pas une question de priorité, c'est une question de ça s'additionne en fait. Mais ça dépend vraiment des ouvertures dans chaque domaine. En l'occurrence, je vous invite vivement au webinaire, je pense que Fouzia vous en parlera, mais on organise justement un webinaire spécialement sur les indemnités journalières qui va vous permettre de comprendre cette réalité-là. C'est ça. Je redonnerai après les dates. Il y a une question aussi sur, là je pense qu'on parle des seuils. Hein. Je suis à la CMU, jusqu'à quel chiffre d'affaires puis-je en bénéficier? Et là, il ne faut pas dépasser les seuils. Alors, pas dépasser les seuils pour bénéficier de quoi? De la CMU, la C2S, je pense que c'est ça. Elle parle de CMU. La complémentaire santé solidaire, oui, effectivement, il y a des seuils, il n'y a pas dépassé, mais qui sont, alors pareil, hein, qui sont consultables sur amélie.fr, il n'y a aucun doute là-dessus. De mémoire, pour cette année, je crois que c'est 4 116 €. C'est 10% du plafond de la sécurité sociale. Si vous ne dépassez pas ce montant-là, dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier effectivement de la complémentaire santé solidaire. C'est les mêmes plafonds. Bon, ça dépend bien sûr de la composition familiale. Là, j'imagine que c'est le seuil pour une personne. C'est ça, voilà. Effectivement, parce que comme vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire pour l'ensemble du foyer, c'est l'ensemble des revenus du foyer qui seront pris en compte. OK. Et de fait, le plafond peut être vite atteint. D'accord. On va éclairer quand même aussi pas mal de nos participants. Donc, le fait d'être devenu auto-entrepreneur, est-ce que ça change les couvertures de la CPAM, les couvertures, j'imagine, maladie, les prestations de base? Il me semble que les prestations de base sont les mêmes. Hein. Tu peux peut-être préciser. Non, tout à fait. Les prestations de base sont les mêmes. Il faut juste distinguer. Je vais chez mon médecin traitant, c'est ce qu'on appelle les prestations de base, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il n'y aura absolument aucun changement. Je vais voir un professionnel de santé, il n'y aura aucun changement. Par contre, effectivement, ce qui va être lié à l'activité, autrement dit, le fait de tomber malade et de ne pas pouvoir travailler,
vous allez pouvoir bénéficier d'indemnités journalières, mais le calcul de montant de l'indemnité journalière va être spécifique pour un travailleur indépendant et va être spécifique pour un salarié. C'est deux calculs qui sont différents. Mais oui, effectivement, sur tout ce qui va être droit de base, ce qu'on appelle les remboursements, voilà, vous cassez une jambe, vous êtes hospitalisé, voilà, et ben à partir de là, vous avez exactement la même couverture. Ok. On a aussi une question sur une personne qui a bien rentré son RIB sur Amélie. Elle a reçu sa nouvelle carte vitale. Est-ce qu'elle doit aller en pharmacie pour activer la nouvelle carte vitale? La nouvelle, si elle l'a reçue par courrier, elle en a, pour la mettre à jour, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, bah, elle peut effectivement. Alors, c'est important effectivement de penser à mettre à jour les cartes vitales régulièrement, puisque dès que vous avez quelque chose qui change votre dossier, par exemple votre adresse ou autre, c'est important vos droits, effectivement, c'est important de mettre à jour votre carte vitale. Donc, pensez à le faire régulièrement. Oui. Ok. Je réponds en même temps à quelqu'un qui demande si voilà, il faut qu'il se rapproche de la CPAM pour bénéficier de la C2S. Donc, je lui dis qu'il peut aller aussi sur le site amélie.fr pour regarder comment ça se passe pour les entrepreneurs. Donc, on a d'autres personnes, mais c'est assez particulier par rapport à leur dossier. Moi, je leur dirais de se rendre directement sur leur compte Amélie, de poser la question en direct. J'ai une question qui peut peut-être servir à tous. Bonjour, je suis en cours de rupture conventionnelle avec mon employeur. Dois-je faire une déclaration particulière auprès de la CPAM? Alors, il faut savoir que comme pour la création de votre entreprise, la radiation aussi se plaque à nos fichiers. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rapprocher de nous pour nous signaler que vous avez cessé votre activité indépendante. Voilà. Okay. Et alors, une dernière question qui peut être importante quand même. Est-ce qu'on a une personne qui essaye de se connecter à son compte Amélie, mais il a un message qui lui apparaît. Vous avez demandé la résiliation de votre compte le 31 juillet 2019. Si vous souhaitez le réactiver, il vous suffit de commander un nouveau code. Depuis la page de connexion au code, je ne trouve pas l'endroit où demander ce nouveau code. Il suffit d'appeler le 3646. OK. Et une fois que vous aurez passé ce qu'on appelle les paliers de sécurité, il n'y a aucun souci, vous aurez un code provisoire qui vous permettra de réactiver le compte Amélie. Et d'ailleurs, le 3646 ou les services d'accueil sont là pour vous accompagner sur l'accès au compte. OK. Donc, il y a pas mal de questions après sur le calcul des indemnités journalières, etc. Alors, c'est assez particulier chez les indépendants, ce qu'il faut savoir, hein, autant sur les prestations de base, c'est calé sur les salariés, mais pour les prestations un petit peu plus particulières comme les indemnités journalières ou autres, donc c'est spécifique aux indépendants et vous pouvez déjà retrouver des informations sur le site amélie.fr dans la rubrique des travailleurs indépendants et on vous invitera à vous connecter sur le prochain webinaire qu'on aura en décembre, il me semble, sur les prestations, tout ce qui va être maladie et maternité pour la CAF. Justement, en parlant de la CAF, il nous reste quand même pas mal de minutes. Je vais laisser la parole à Alexandra Morlon de la CAF pour vous présenter les prestations de base. C'est à toi, Alexandra. Merci Fousia. Bonjour, Alexandra Morlon. Je suis responsable de service à la CAF de la Gironde. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter évidemment très succinctement l'ensemble des prestations auxquelles vous avez droit. Mais surtout, ce que je souhaiterais zoomer là d'emblée, c'est les canaux de contact à privilégier. Sachez qu'en tant que travailleur indépendant, il y a un service expert dédié à la CAF de la Gironde qui prend en charge votre dossier. Pour autant, les modes de contact à privilégier sont soit votre espace personnel sur lequel vous pouvez rédiger un mail si une question particulière sur votre dossier, mais également les prises de rendez-vous téléphoniques ou sur l'ensemble de nos accueils. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, je vous mets le lien dans la conversation parce que à l'accueil comme en rendez-vous téléphonique, nous ferons le lien avec le service expert pour s'assurer de la complétude des pièces nécessaires à l'étude de votre dossier et on fera un relais de sorte que les urgences notamment soient prises en charge facilement. Donc dans la conversation tout à l'heure, j'ai vu une personne qui parlait des délais, etc. Je pense que en dehors de toute question d'ordre général, il sera plutôt indiqué de prendre rendez-vous avec nous, que ce soit un rendez-vous physique ou téléphonique.
Je vous laisse dérouler la slide suivante. Donc, succinctement, vos droits en tant que travailleur indépendant, que votre dossier soit en cours ou qu'il s'agisse d'une création de dossier, vous avez droit, bien évidemment, et là, on ne zoomera pas particulièrement puisqu'il y a un webinaire prévu sur le sujet où on pourra un peu plus développer sur les prestations liées à l'accueil des enfants. Mais donc, du coup, vous avez droit à l'ensemble des prestations liées aux enfants, aux allocations familiales, compléments familial, évidemment l'allocation de rentrée scolaire et la prestation d'accueil du jeune enfant, hein, que ce soit de la déclaration de grossesse, de la prime de naissance, allocation de base, jusqu'au complément de mode de garde. Donc, vous aurez une slide dédiée à cela, mais ensuite, toutes les situations particulières nécessiteront de vous connecter sur votre espace, ou n'hésitez pas à vous connecter sur le site caf.fr, puisque désormais, vous avez aussi un espace selon la nature de votre question, selon votre événement de vie, qu'il s'agisse de l'accueil d'un enfant, d'un événement dans la vie professionnelle ou accident de vie. Sur l'activité, si j'ai une activité mais pas ou peu de revenus, il faudra penser à faire une demande de RSA, on le verra, prime d'activité, et vous êtes aussi également éligible à l'allocation logement. Pour l'ensemble de ces prestations-là, il y a des conditions de ressources. Donc, il vous faudra déclarer vos revenus, on le verra. La prestation d'accueil du jeune enfant, comment ça se passe? En fait, lors d'une déclaration de grossesse, votre médecin, désormais, la plupart des médecins télétransmettent la déclaration de grossesse, et elle nous parvient à la fois, elle parvient à la CPAM et à la CAF. On vous demande de compléter en ligne sur caf.fr une demande de prime de naissance. Ce qui déclenche, une fois que vous avez complété aussi l'espace lié à vos revenus, si vous êtes éligible, la prime de naissance. Et lors de la naissance, quand vous déclarez la naissance, vous êtes éligible aussi à l'allocation de base jusqu'aux 3 ans de votre enfant. Il existe aussi une prestation partagée d'éducation de l'enfant. C'est la seule prestation qui ne se demande pas sur caf.fr. Donc, vous trouverez pas le formulaire sur caf.fr. Il vous faudra le compléter en nous contactant, ou sur votre espace, vous rédigez un mail, ou ensuite, une fois complété, vous le transmettez sur caf.fr. Je vais vous donner le lien également pour pouvoir faire cette demande de prestation dans la conversation. Elle concerne donc un enfant, un parent dont l'enfant a moins de 3 ans ou moins de 20 ans en cas d'adoption. Il faut réduire ou cesser son activité. Donc ça, on le verra à l'occasion du webinaire du 2 décembre si vous êtes intéressé par le sujet. Donc, soit un 80%, soit un 50% d'activité, une réduction d'activité, soit un arrêt total, auquel cas il y aura des démarches particulières que l'on évoquera sur le webinaire du 2 décembre. Il faudra avoir cotisé au moins 8 trimestres dans les 2 dernières années, ou 4 ou 5 années précédant la naissance de l'enfant, selon qu'il s'agisse de l'enfant, d'un premier enfant, d'un deuxième enfant ou d'un troisième enfant. En dessous, vous avez les montants fixes auxquels vous ouvrez droit selon la quotité de temps de travail exercé, qu'il s'agisse d'un mi-temps, d'une station totale ou d'un 80%. Pour le premier enfant, il y a 6 mois de versés pour la prépare dans la limite du premier anniversaire. Et pour 2 enfants et plus, il y a 24 mois de versés dans la limite des 3 ans de l'enfant. Il faut savoir que ces prestations-là sont majorées lorsque vous êtes isolé, lorsque vous vivez seul. Il y a aussi une petite particularité au niveau de ce qu'on appelle la prépare, la prestation partagée d'éducation de l'enfant prolongée. Lorsque votre enfant n'est pas admis à l'école, il y a une possibilité de prolongation de droit jusqu'à l'entrée à l'école. Alors, pour ce qui concerne la prime d'activité et le RSA, tout ce que je voulais, je regarde d'une prestation. Je vous copie le lien pour faire la demande
de prime d'activité et de RSA. Pour la prime d'activité, vous êtes éligible dès 18 ans, dès l'instant que vous démarrez l'activité. La chose importante à savoir, c'est que lorsque vous faites une demande de prime d'activité, ça ne calcule pas automatiquement le droit potentiel au RSA. Alors que si vous êtes éligible au RSA, automatiquement, le droit potentiel à la prime d'activité est étudié. Donc, si vous avez une demande de prime d'activité en cours et que vous cessez votre activité, il va être important de faire en parallèle une demande de RSA parce que ça ne se fera pas de façon automatique. Voilà. Donc, les conditions, avoir 18 ans et plus pour ce qui concerne la prime d'activité. Le RSA, c'est plutôt 25 ans, sauf cas particulier d'isolement, notamment avec un enfant à charge. Il faut être français ou européen et justifier de cotisation en tant que travailleur indépendant. Ou avoir un titre de séjour en cours de validité depuis 5 ans, qu'il s'agisse par exemple de carte de séjour temporaire, 5 ans ininterrompus de titre de séjour pourrait être éligible. Ici, vous avez les revenus retenus pour le calcul, qui se fait de façon trimestrielle à ce jour. Donc, pour micro-entrepreneurs, par exemple, on va prendre en compte le chiffre d'affaires mensuel et seront appliqués, selon la nature d'activité, les abattements liés à l'activité. Donc, pour les activités de commerce, 71% d'abattement, 50% pour les prestations de services artisans et 34% pour le libéral. Pour un travailleur ordinaire, ce sont les ressources sur les 12 derniers mois ou à défaut, selon la date de début d'activité, N-2. Donc là, actuellement, les ressources perçues en 2022. Et les travailleurs non salariés, ce sont les rémunérations en cours, éventuellement, plus les dividendes perçus sur l'année, là, actuellement, 2022. Il ne faut pas oublier que la prime d'activité comme le RSA se calcule en fonction de revenus ce n'est pas individuel, donc c'est consécutif des revenus de l'ensemble des membres du foyer. Donc, vous pourriez être éligible seul si votre conjoint dispose d'autres revenus. Sachez qu'ils seront pris en compte dans le calcul et c'est ce qui peut expliquer en dépit de l'absence ou de faibles revenus pour vous, que vous ne soyez pas éligible. Pour autant, il est important, une fois que vous avez fait la demande et que vous avez été éligible à un moment donné, de continuer à faire les déclarations de façon trimestrielle, puisque le droit est calculé en fonction des changements de situation professionnelle et des ressources trimestrielles. Donc, tout changement, j'attire votre attention sur le fait que tout changement de situation impactant votre situation familiale ou professionnelle est à déclarer au moment au cours duquel cela se produit. Je pense que je vais vous partager le lien vers la fiche pratique pour pouvoir déclarer vos ressources. Elle peut vous être utile. Vous la trouvez sur caf.fr également sur les fiches pratiques. Au niveau des aides et des démarches en ligne. Donc, votre chiffre d'affaires sur la déclaration trimestrielle de prime d'activité ou RSA. Alors ça, au niveau des accueils, on va plutôt pouvoir vous aider là-dessus, autant sur la complétude finalement des pièces attendues, on va probablement sécuriser et demander confirmation auprès du service expert, autant pour la déclaration du chiffre d'affaires, en fonction de vos justificatifs, on va pouvoir vous aider. Donc vous avez 2 lignes qui s'affichent, vous déclarez votre chiffre d'affaires brut, et vous avez un deuxième espace dans lequel vous appliquez les battements liés à la nature de votre activité et vous retrouvez avec le chiffre d'affaires net. Voilà. Et la particularité, c'est que vous avez un petit effort de calcul à le faire. Si vous cumulez 2 types d'activités différentes, il faudra additionner finalement les revenus en fonction des abattements appliqués pour chaque nature d'activité. Si vous faites par exemple de la vente et une prestation de service, il faudra calculer en amont et on vous aidera à le faire. Vous avez une calculatrice dédiée sur cet espace. N'hésitez pas à utiliser les points d'interrogation en ligne pour pouvoir calculer et additionner vos revenus mois par mois.
pense qu'on peut passer au slide suivant. Je vous ai mis la fiche dans la conversation. Et ensuite, vous êtes évidemment éligible à l'allocation logement. L'allocation logement, c'est 100% en ligne sur CAF.fr. La demande, vous avez le petit onglet prévu pour ce que vous soyez allocataire dans votre espace de vie, dans votre espace demande de logement, ou si vous n'êtes pas locataire, vous créez un compte et vous faites une demande en ligne. Petite particularité, si vous avez aménagé il y a un petit peu de temps et que vous ne faites la demande que maintenant, il est possible que ça ne fonctionne pas sur CAF.fr. Dans ces cas-là, vous faites un message que vous soyez allocataire ou non, sur CAF.fr avec vos coordonnées complètes pour qu'on puisse vous envoyer le formulaire. Voilà. Donc, elle se fait sur CAF.fr, on a vu la demande d'aide au logement, et vous seront pris en compte les revenus des 12 mois précédant la demande. Et pour vous, travailleurs indépendants, il y a une actualisation qui est nécessaire tous les 3 mois pour que vous puissiez renseigner votre chiffre d'affaires et que le droit soit calculé en fonction de ce dernier. Voilà pour les présentations très succinctes, certes, et qui ne vont pas répondre à toutes les particularités. Alors, je reprends peut-être quelques questions. Fouzia, il y a des petites questions. Oui, il y a des petites questions qui sont arrivées. Valérie donc a commencé à répondre. Intéressante, évidemment, sur lorsqu'on est séparés, mais vivant sous le même toit, je vois. Oui. Par contrainte. Bon. Ouais. Donc là, en fait, on va pouvoir prendre en compte la séparation lorsque vous vivez sous le même toit. En revanche, il y a comme une petite surveillance qui est faite pour le contexte en fait de séparation. On va vous demander régulièrement des justificatifs, soit de recherche de logement, soit de démarches actant la séparation. Voilà. Mais vous pouvez acter une séparation tout en temporairement, en tout cas en vivant sous le même toit. Elle sera prise en compte. Pour le RSA, y a-t-il un plafond à ne pas dépasser? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est une question intéressante. La personne a peu ou pas de revenus, mais le conjoint a le SMIC. Donc là, clairement, la personne ne sera pas éligible au RSA. Par contre, vous serez éligible à la prime d'activité, parce que là, ça n'est pas individuel et on prend en compte les revenus de l'ensemble du foyer. Et il y aura probablement un droit à la prime d'activité. Et si on a une épargne, peut-on avoir droit au RSA? Il y a un certain pourcentage des revenus placés qui sont pris en compte. Pour autant, vous pouvez être éligible au RSA. Je vous encourage à faire une simulation et une demande en ligne. Il faudra évidemment indiquer la nature et le montant des revenus placés. Il y a un petit pourcentage qui est pris de façon trimestrielle. Ok. Après, il y avait une question, comme elle est revenue plusieurs fois dans le chat, il y a des personnes qui dépendent de la MSA, qui sont salariés agricoles, qui ont cette polyactivité. Donc, il reste MSA pour les prestations, hein, tu me confirmes? Exactement. Ensuite, il peut y avoir aussi... s'il y a des interrogations parce que le conjoint relève du régime général ou parce qu'il y a une double activité, une partie agricole et une partie en fait qui relève plutôt du régime général, il faut revenir vers nous parce que c'est l'activité dominante ou le choix entre le conjoint et la personne qui relève du MSA, le choix de l'allocataire qui peut faire que vous basculiez au niveau du régime général. Ça, voilà. Donc, vous revenez vers nous. Okay. N'hésitez pas également, quand vous avez comme ça des situations entre deux organismes, je sais que parfois, ça étire les délais de traitement et de positionnement des organismes. Vous avez les francs services. Voilà, les francs services, renseignez-vous près de votre domicile. Vous cliquez sur CAF, d'ailleurs sur Google, ça va aller plus vite. Un franc service peut être près de chez vous et peut faire l'interaction entre les organismes. C'est intéressant pour accélérer les délais de traitement. Merci Alexandra. Donc, il y a encore plein de questions qui arrivent dans le chat, mais on arrive malheureusement à la fin du webinaire aussi. Donc, on a notre régisseur Philippe Labbé, en Midi-Pyrénées, qui vous a lancé un questionnaire Forms. Donc, je vous invite à le compléter. Justement, vous avez été hyper réactif sur le chat. Donc, c'est important pour nous d'avoir vos retours sur ce webinaire pour qu'on puisse aussi, nous, derrière, voir si on doit faire des webinaires sur des thématiques plus précises, etc. Donc, pour nous contacter, donc nous, à l'URSSAF, ça, c'est revenu
revenu aussi dans les questions. L'URSSAF, on a un numéro court 3698, mais on vous conseille fortement de passer par votre messagerie sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Pour la CPAM, c'est pareil, plutôt sur le compte Amélie. Sinon, le numéro court, c'est 3646. Pour la CAF aussi, vous avez votre espace CAF sur www.caf.fr et le numéro court est le 3230. On a une personne qui a dit « Je suis dans les Landes, est-ce que c'est les mêmes coordonnées ?» Donc non, au niveau physique, ce ne sera pas les mêmes bureaux, mais voilà, au niveau du téléphone, c'est une plateforme nationale. Ensuite, vous sélectionnez avec votre numéro de département. Donc voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc moi, je tiens d'abord à remercier vous déjà, les participants. Vous avez été hyper réactifs sur le chat. Merci beaucoup. Ça a vraiment alimenté nos questions. On a essayé d'y répondre au maximum dans le chat. Donc essayez de revenir dessus. Il y a pas mal de réponses. Merci beaucoup à tous les participants, mes collègues, Daniel à l'URSSAF, Stéphanie, Karine à la CEPAM et Alexandra, Valérie à la CAF. Et toutes les petites mains aussi, nos chatteurs. Merci beaucoup Nathalie, Aurélie, voilà, j'espère que j'oublie personne. Et puis Daniel et moi, on était avec vous à votre secours. Merci à toi, Fouzia. Et puis du coup, pour toute question vraiment individuelle, on voit que ça a soulevé quand même des cas spécifiques. N'hésitez pas à aller vraiment sur vos comptes en ligne et faire des nouveaux messages quand la situation le nécessite. Mais souvent, vous aurez la réponse directement sur la barre de recherche dans nos sites respectifs et sur les sites légaux respectifs. Donc, n'hésitez pas à y aller dessus. On essaye de faire en sorte de faire des sites qui correspondent à vos attentes aussi. Notamment, tout à l'heure, j'ai vu une personne qui demandait comment ça se passe pour la cessation d'activité. À l'URSSAF, on a créé un onglet cessation d'activité, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, merci à tous pour votre participation. Vous aurez accès au replay de ce webinaire via l'invitation que vous avez reçue, ce que je vous avais dit en début de webinaire. Pour ceux qui le peuvent, répondez au questionnaire Forms. Il vous reste quelques secondes et je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire sur la retraite en novembre et sur la maladie, la paternité. J'ai vu qu'il y avait une question paternité, monsieur, on ne vous oublie pas, pour le mois de décembre. Au revoir, merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir.